Salut à tous, que vous nous écoutiez sur la plateforme Radio-Canada Audio ou que vous nous regardiez sur la chaîne YouTube de Radio-Canada Info. On est très content que vous soyez parmi nous. C'est un privilège d'avoir votre attention pour les 30 prochaines minutes ou à peu près. D'ailleurs, j'en profite en passant. N'hésitez pas à ajouter un petit pouce vers le haut en dessous de la vidéo YouTube. Ça va venir titiller l'algorithme dans le bon sens. Et puis, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et puis, sur Radio-Canada Audio, n'hésitez pas sur l'application à vous abonner à notre balado. Voilà qui est dit. Activer les notifications aussi. Activer les notifications. Absolument, pour savoir qu'un nouvel épisode sort. Une chance, t'es là, Nicolas. Une chance. Salut en passant. Salut. Salut, Jeff. Salut. Vous êtes en forme, je le sens, l'acuité d'esprit. Là. Fou, là. C'est fou, c'est malade. Vous donnerez le secret après ça. Beaucoup de commentaires aussi à la suite de notre épisode la semaine dernière. On parlait, je le rappelle, d'intelligence artificielle, de son utilisation pour générer de la musique 100% IA. L'IA, nous dit une personne, est un excellent outil pour faire énormément de choses, mais ça doit rester un outil. Il faut augmenter la modération. Voilà pour ce commentaire avec lequel on est généralement, n'est-ce pas les gars, assez d'accord. Une autre personne qui nous dit « Je me suis carrément fait avoir par une chanson qui était dans un top 100, un top 50 plutôt Spotify. Je n'ai réalisé le subterfuge que 2 mois après l'avoir découvert. La honte ultime. » Oui, c'est pas la honte. Non, il ne faut pas ressentir de la honte. Des fois, quand on suit l'algorithme de Spotify, il y en a qui vont se glisser, puis si on ne prête pas attention, honnêtement, il ne faut pas se sentir mal. En fait, c'est les gens qui créent ces chansons-là en ne précisant pas là, clairement que c'est de l'intelligence artificielle, c'est à eux de se sentir mal. J'ai vécu une honte semblable récemment. J'ai découvert un artiste algorithmiquement. Je trouvais que c'était bon. Et j'ai appris que la musique, en fait, était faite pour des banques de sons. Non. Donc, de la musique libre de droit à mettre sur des vidéos. Fait que je me suis questionné sur mes goûts musicaux. T'écoutais littéralement de la musique. Oui, vraiment, mais le gars, en tant que tel, c'est un dude solo. Ça pogne quand même son affaire puis fait des petites tournées. Donc, il y a du monde qui aime ça, mais oui, c'est ça. J'avais un peu honte à ce moment-là. Et quand tu même. l'écoutes encore? Parfois, tu sais, c'est de la musique relaxante. Quand tu cuisines? Arc de Soleil, le nom de l'artiste. On va faire une petite mention spéciale. Il y a un show à Toronto qui s'en vient. Pour vrai? Ouais. Wow. Arc de Soleil. Ouais, Arc de Soleil. OK. Mais attends, c'est lui qui fait la musique libre de droit ou il prend de la musique libre de droit puis il met des paroles Il fait de la musique libre de droit, puis il faisait ça solo. Puis là, comme ça s'est mis à pogner, comme indépendamment aussi. Excuse-moi, je pensais que c'était un artiste qui prenait de la musique libre de droit et faisait des remixes. OK, non, il n'y a pas aucun problème avec ça. Mais tu sais, quand c'est tellement générique que ça peut être utilisé pour être mis sur des vidéos, je me suis dit, est-ce que je suis un mauvais juge de la qualité musicale? Allez l'écouter, vous me direz ce que vous en pensez. Mettez ça en commentaire ce que vous pensez. Donc, de Arc de Soleil. Toi, quand t'appelles ta banque, t'es mis sur attente, là, t'es genre yeah. Ah ben oui, ben vous avez déjà vu, tu sais, les memes là-dessus, là, il y a la fameuse tune de ouais. C'est un gros beat, là, quand même, ça. OK, c'est bon. C'est bon. Non, continuez, c'est savoureux. Wow! C'est bon quand on peut communier à travers des chansons comme ça de mise en attente. Hey, merci les gars pour cette petite interprétation de ces excellentes pièces musicales qu'on peut aussi peut-être fredonner quand on cuisine, puisqu'il est encore question de la pizza hawaïenne dans les commentaires. Quoi, je termine encore? Ben oui, encore. C'est fini ce débat-là. On sait tous, nous écrit une personne, comment ça va finir l'affaire de la pizza hawaïenne, puisqu'on en parlait il y a 2 épisodes. Nos 3 animateurs préférés vont devoir en tester une en studio. Je suis pas contre. T'es pas contre? Moi, j'aime ça. Écoute, Parfait. C'est un on peu prépare tôt, ça. l'enregistrement pour manger de la pizza, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être pour la finale de la saison, une petite... petite pizza hawaïenne. Pourquoi pas? On laisse durer le gag toute la saison. Personne va se tanner, là. Et puis le fruit sera mûr pour déguster une bonne pizza hawaïenne à la fin de la saison. Le fruit sera mûr. Exactement. Le fruit est mûr pour commencer cet épisode. Let's go! Nicolas et Jeff ont pas dormi, mais ils sont dans une forme redoutable. Toi non plus, d'ailleurs. Hein? Moi non plus. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Mais une chose est certaine, on a été gardés éveillés cette semaine, jour après jour, par cette campagne électorale aux États-Unis qui ne cesse de nous surprendre, de nous décourager. Ça dépend des jours, peut-être les deux. Ça va paraître dans le menu d'aujourd'hui. Connaissez-vous Polymarket, qui est une plateforme de paris qui est récupérée à des fins politiques dans le contexte de cette campagne-ci? Énormément de choses à dire là-dessus. Bien sûr, on va aussi ajouter notre petit grain de sel à Donald Trump qui s'improvise employé chez McDonald's aux États-Unis. Ça
généré énormément de réactions, surtout chez Nicolas. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment Gros épisode. Gros épisode. Un petit mot aussi sur Meta, qui semblait avoir écouté notre épisode la semaine dernière, qui a finalement réagi en ce qui a trait aux fausses publicités qui apparaissent sur ces plateformes. Sauf que le procédé est pas très efficace. Vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, Nicolas, Oui. on va parler d'une vidéo virale qui peut être un hyper-trucage, qui ne l'est peut-être pas. Les experts se contredisent. On n'y comprend plus rien. Oui, c'est assez particulier, en fait. Même jeudi dernier, avant qu'on enregistre, j'entre au bureau et Jeff, il me dit, est-ce que tu as vu la vidéo du gars qui dit qu'il a été agressé par Tim Walz, le candidat à la vice-présidence américaine? Et ma réaction, c'était de dire à Jeff, ben oui, c'est un hyper-trucage, c'est un deepfake. Et Jeff a dit, ben non, c'en est pas un. Le débat était lancé. Fait que j'étais comme, ben voyons donc. Mais je l'avais pas écouté, la vidéo. J'ai juste vu passer sur X, sur Twitter, que semblerait qu'il y ait un hyper-trucage d'une supposée victime de Tim Walz alors qu'il était enseignant au secondaire dans les années 90. Donc, une fois qu'on regarde la vidéo, c'est un homme qui s'appelle Matthew Metro. Qui dit s'appeler Matthew Metro. Qui dit s'appeler Matthew Metro, qui raconte qu'il a été agressé par Tim Walz. On va écouter juste un petit extrait pour vous mettre en contexte. I'm a survivor of sexual assault. In my senior year, I had a lot of problems piled up. My parents were going through a terrible divorce. Sometimes all you need is someone to talk to. Well, in my case, it was my teacher, Tim Walz. Deux choses, Nicolas, l'accent, Ouais. Oui. puis c'est robotique un peu. Là. Ben, Moi, avoir entendu ça, j'aurais eu la même conclusion que toi. oui. Pas un accent américain. C'est pas un accent américain, certainement, et on peut se demander est-ce que c'est robotique, est-ce que c'est quelqu'un qui lit un script. Mais une chose est sûre, elle s'est mise à circuler sur X après avoir été mise en ligne mercredi soir dernier. Elle a été vue plus de 5 millions de fois sur un des comptes. Sinon, il y avait d'autres comptes qui l'avaient republié, quelques millions de vues de plus. Et comme de fait, les gens ont rapidement vérifié. Est-ce que ce Matthew Metro existe vraiment? Oui, il y avait réellement un étudiant de Tim Walz dans les années 90 qui s'appelait Matthew Metro, mais il ne ressemble en rien à l'homme dans la vidéo. OK. On a trouvé des photos, c'est vraiment la On a même ressemblance. parlé à son frère qui dit c'est absolument pas. Ben, lui. même en fait, le Washington Post, il y a 2 jours, a fini par le joindre directement. ok, là, Oui, carrément. Ils lui ont parlé, il a dit écoute, c'est pas moi, tu sais. Fait que 100% confirmé, c'est pas lui, c'est de la propagande. Même que ce serait lié à un réseau de propagande russe qui est piloté par un Américain. Oui, ça, c'est le gars qui est à Moscou, qui est un ancien policier de West Palm Beach, c'est ça? Exactement, John Mark Dougan. Exact. Donc, ce serait, selon plusieurs experts, ce réseau-là qui est derrière la vidéo. Mais là où ça devient intéressant, c'est que justement, cette vidéo-là, sur X, sur Twitter, était étiquetée comme étant un hyper-trucage, un deepfake par les notes de la communauté, les fameuses community notes, qui est une espèce de fonctionnalité sur X où est-ce que l'utilisateur, la communauté, peut voter pour que de la désinformation ou des vidéos trompeuses soient étiquetées comme telles. Et ça disait, vous voyez, c'est un hypertrucage. On mettait un lien vers un site de détection d'hypertrucage comme preuve. Et tu avais aussi même des vérificateurs de faits bien en vue sur la plateforme, dont Cheyenne de la BBC, dont on a déjà parlé de lui plusieurs fois, qui a dit non seulement c'est un hyper-trucage, mais c'est un hyper-trucage très mal fait. Évident, Et si vous ne le OK, voyez il l'a pas... dit de façon catégorique. Ouais, il n'y a il a pas de dit- doute dans son esprit. Là. Exact. Puis il a dit non seulement c'est un hyper-trucage, c'est très mal fait, et si vous le voyez pas, on est en sérieux danger. Là. OK. Mais là, Jeff et moi, on le regardait, puis on s'est dit je pense pas que c'est un hyper-trucage. Moi, je t'sais. regardais ça, je regarde toujours comme. Je peux comprendre pourquoi des gens penseraient que c'est peut-être généré par intelligence artificielle, surtout la voix, parce que c'est robotique, comme vous l'avez dit. Moi, honnêtement, je vois ça, puis c'est comme ils ont payé quelqu'un, probablement en Afrique de l'Ouest, pour lire un texte, puis se filmer à l'écran. Je veux dire, ils ont probablement engagé cette personne-là sur des plateformes comme Fiverr, des plateformes qui permettent là, d'acheter les services de porte-parole, des choses comme ça. Ça a été ton réflexe initial de penser Ben, que c'est je ça? veux dire, le rasoir de Cam, c'est l'explication la plus plausible, la plus simple, parce qu'on pourrait juste faire ça. Je veux dire, on utilise un hyper-trucage pour faire croire que c'est une personne connue qui dit quelque chose. Pourquoi faire un hyper-trucage d'une personne que personne connaît son visage? Personne sait de quoi il a l'air, Matthew Metro. Un parfait inconnu. Il y a des photos dans son livre de graduation que des journalistes ont réussi à trouver, mais dans le plus grand public, personne ne sait c'est qui. Pourquoi prendre un hyper-trucage quand tu peux juste payer quelqu'un qui n'est pas connu puis lui faire lire un script? Il n'y a aucune raison pourquoi on se donnerait le mal d'aller faire un hyper-trucage avec ça. Puis en plus, faire un hyper-trucage de la voix puis de garder l'accent qui est clairement pas américain. Là. Cette personne-là, je veux dire,
peut-être que c'est un nouvel arrivant aux États-Unis ou quelque chose comme ça, mais c'est pas un accent typique de quelqu'un qui a grandi dans le Midwest américain, là. On s'entend? Ouais. Donc, pourquoi faire ça? Mais Il n'y a aucune raison pourquoi ça serait un deepfake. Ce que des gens disaient sur X, c'est que son visage bougeait de manière non naturelle. Donc, par exemple, il avait l'air de pas tout à fait cligner des yeux, ses dents disparaissaient et réapparaissaient dans la vidéo. Il y a quelqu'un aussi qui m'a répondu sur Twitter quand j'ai dit, il me semble qu'il n'y a pas trop de preuves. Ah ouais, mais sa moustache, on la voit réapparaître, disparaître. Donc, c'est très subjectif, ça. C'est très subjectif et c'est justement, ça montre la confusion qu'il y a par rapport à ça. Mais Nicolas, tu as mentionné quelque chose qui semble être au cœur en tout cas, du jugement de bien des gens, c'est les détecteurs d'IA. Oui. Parlons-en. Effectivement, c'est pas tout à fait fiable des détecteurs d'IA. On le dit depuis le début. Donc, d'utiliser ça comme preuve que c'est un hyper-trucage, c'est pas la meilleure idée. T'sais. Souvent, ces détecteurs-là vont regarder plusieurs éléments des vidéos. On va regarder est-ce que le visage est naturel, est-ce que la voix est naturelle. On compare ça à des gros ensembles de données. Et finalement, on compare aussi la synchronisation entre la voix et les labiales. Ce sont des choses que, bon, je suis pas un expert en intelligence artificielle, donc je peux pas expliquer tous les mécanismes derrière, mais c'est assez sophistiqué. Mais chose certaine, les différents détecteurs n'ont pas toujours les mêmes résultats. Et j'ai même essayé de mener un test moi-même pour voir à quel point ces détecteurs-là sont fiables. Donc, celui qui était mentionné sur X, c'était truemedia.org. Et j'ai mis la fameuse vidéo Awake Heaven. Donc, la citation Awake Heaven. Pour ceux et celles qui ne savent pas, on va juste... Pourquoi pas un petit extrait audio? Hein? Ah ouais, Kevin, continue comme ça. Donc, ce gars-là, cette clip de quelques secondes... Si vous connaissez pas cette vidéo-là puis vous écoutez le balado des décrypteurs, on veut vous entendre dans les C'est une excuse pour l'entendre, on se tente pas. J'en prendrai plus, mais on va s'arrêter là. Cette fameuse vidéo réelle. Hein? Réelle. Ce qui était certainement une des premières grandes vidéos virales au Québec. Tout à fait. Il y a des preuves substantielles, selon truemedia.org, que la voix n'est pas authentique. Ben voyons. Et ça me dit avec 92% de confiance que la vidéo est manipulée, que le visage est manipulé. Et on le sait bien, cette vidéo-là. C'est n'importe quoi. C'est sûr que la vidéo elle-même est compressée. C'est une vieille vidéo, mais la vidéo de Matthew Metro aussi était compressée. Donc, j'ai parlé des gens, j'ai parlé des experts dont le travail, c'est d'étudier des hypertrucages, des IA, des experts en analyse forensique numérique, qu'on dit. Forensique. Donc, il y en a un d'entre eux à qui j'ai pas encore parlé. Je suis censé lui parler bientôt. Et c'est justement l'homme derrière truemedia.org qui a donné d'autres entrevues dans les derniers jours. Et lui qui dit, en fait, ce que montre l'analyse de la vidéo de Matthew Metro, c'est que le visage n'est pas le résultat d'un hypertrucage, mais il semble y avoir des preuves que l'audio, par contre, est manipulé. Encore là, il pourrait avoir des raisons pourquoi cet audio-là donne des résultats comme ça. Ça se pourrait juste, encore une fois, que c'est un résultat de la compression. Est-ce qu'ils ont retouché un peu l'audio pour que ça sonne d'une certaine manière? Ça se peut. Mais les autres experts à qui j'ai parlé, dont deux chercheurs au laboratoire d'IA de l'Université Berkeley, disent qu'il y a très, très peu de preuves que l'audio est manipulé et qu'il n'y a aucune preuve non plus que la vidéo l'est. Non seulement ça, il y a un prof à l'Université de Buffalo. Comment est-ce qu'il faut que je dise Buffalo? Buffalo. Bravo, Nicolas. Il y a un prof à l'université de Buffalo qui dit la même chose, tu sais, que en ce qui concerne le visage, aucune preuve, l'audio, de très faibles preuves. Donc, même ces experts-là qui ont chacun leur propre détecteur, donc c'est un peu la bataille des détecteurs, la bataille des algorithmes. Si vous voulez plus de détails, d'ailleurs, on va mettre le lien vers l'article à ce sujet-là dans la description de la vidéo. Mais... tous ces experts-là disent finalement, écoute, pour la vidéo, il n'y a pas vraiment de preuves concluantes que c'est fait par IA. Puis justement, les dents qui réapparaissent et disparaissent, la moustache peut-être qui réapparaît et disparaît, c'est simplement que la vidéo, elle est compressée. C'est des artefacts de compression parce qu'on sait, quand on veut réduire la taille d'un fichier vidéo, ça peut être plus pixelisé, ça peut enlever des détails. Donc, après que plusieurs personnes sur Twitter disent que c'est un hyper-trucage, après que plusieurs articles de médias le mentionnent aussi, il y a même NewsGuard, qui est un organisme bien connu, qui traque un peu la fausse information sur le web, qui évalue la fiabilité des sites, qui, eux, dans leur article sur le sujet, disent, selon plusieurs tests qu'on a fait avec des détecteurs, c'est un hyper-trucage. Ben,
les experts là-dedans s'entendent pour dire qu'au moins la vidéo ne l'est pas, le son, on n'est pas trop sûr, mais il semblerait que ça l'est pas. Mais ce qui est ressorti aussi de ces conversations-là, c'est que les experts me disent, écoute, on peut jamais vraiment être 100% certain avec ces choses-là. On est mal barré, hein, comme société, avec ce genre de choses-là. Mais ce qui est ironique là-dedans, c'est que c'était le sujet de notre infolette. Il y a 2 semaines, je parlais de la crise annoncée des images truquées par IA, justement parce que l'identification des images générées par IA ou des hypertrucages, ça reste artisanal. Quand on dit cette image-là, il y a des bonnes chances qu'elle ait été créée par l'IA, on se fie beaucoup sur notre ressenti. Honnêtement, il n'y a pas vraiment... anciennement, il y avait peut-être la personne avait comme 6 ou 7 doigts, des choses comme ça. Réglé, là. C'est pas mal réglé, puis on le voit, là, tu sais, quand on regarde des images générées par IA, tu sais que c'est généré par IA, mais c'est quoi la preuve? Puis dans un cas... Je disais carrément dans l'infolette, dans un cas où ça créerait un potentiel scandale politique, est-ce que le fait de dire, regarde, c'est généré par IA, fais-moi confiance, je le sais, je connais ça, ces images-là, est-ce que ça serait assez pour convaincre des gens? Puis dans ce cas-ci, on le voit, là, c'est vraiment artisanal la détection d'images par IA. Il n'y a pas de manière fiable de le démontrer hors de tout doute, à moins que la personne qui a généré l'image le dise elle-même. Donc, c'est une illustration parfaite de ça. Je veux dire, comme tu dis, on est vraiment mal barré par rapport à ça. Mais non seulement ça, quand il y a du monde qui dit c'est un deepfake et c'est mal fait en plus, ben les experts à qui j'ai parlé, Justin Norman de Berkeley, il me dit ben moi, la première réaction en le voyant, c'est que si c'est un deepfake, c'est très bien fait. C'est ça. C'était bien fait selon lui. Selon le gars de Berkeley qui a dit que ça l'était pas. Là. Ben, moi, je comprends plus rien. Là. OK. Je reformule. Donc, l'expert de Berkeley... Je comprends ce que tu dis, mais c'est... Avouez qu'il y a comme une cacophonie en ce moment en ce qui concerne ce genre de phénomène. Puis on le dit depuis longtemps au décrypteur, le principal danger avec les deepfakes, les images truquées par IA, c'est pas de convaincre les gens de quelque chose qui n'existe pas, c'est de semer le doute dans n'importe quoi. Donc, il y a quelque chose qui arrive, on dit que c'est de l'IA, ah non, c'est pas de l'IA, tu sais pas de quoi tu parles, puis ça crée de la chicane. Il y a plus de référent commun à la réalité. Puis en ce moment où on se parle, on enregistre le balado jeudi matin, il y a beaucoup de partisans républicains, des bons là, de l'écosystème républicain aux États-Unis qui disent il y a une vidéo deepfake de Donald Trump qui va sortir, n'y croyez pas. Déjà partant. Déjà, ils mettent la façon... On sait même pas c'est quoi la vidéo encore, on sait pas c'est quoi. De façon préventive, là. Donc, plusieurs d'entre eux dans les derniers jours ont ça. C'est une stratégie. Peu importe c'est quoi la vidéo, on va dire, ben regarde, c'est un deepfake, puis on le sait bien, il y a des deepfakes partout, puis ne croyez... Il y a même Glenn Beck, le chroniqueur radiophonique. Hey, je l'avais oublié, ce gars-là, moi. Il est quand même populaire. Il existe encore. Il a dit carrément... Il a dit carrément à son émission hier, mercredi, il a dit ne croyez à aucune vidéo qui va sortir d'ici à l'élection. OK. Ben, mettons, le fameux Grab Them là, en 2016, si ça sortait aujourd'hui... On aurait dit que c'est sûr. On aurait dit que c'est de l'IA, c'est sûr. Là. C'est sûr et certain. Je me suis censuré avec la phrase. Hein. Bravo, hein. Cette retenue t'honore, cher Nicolas. Professionnel, NPJ, normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. Exactement, avec l'étampe qui va dessus. On va fermer cette parenthèse et on poursuivra parce qu'il y aura d'autres éléments d'actualité qui vont sûrement nous pousser à toucher à nouveau. Dites-nous, regardez la vidéo. On va la mettre en lien. On va la mettre. Regardez-la. Dites-nous, est-ce que vous voyez... je veux dire, on n'est pas des devins, là. On n'est pas infaillible. Est-ce que vous voyez du trucage là-dedans, de l'évidence de trucage? Laissez-nous savoir. Exactement. Et puis, on verra comment on s'en sort collectivement de toute cette confusion. On va poursuivre avec Polymarket. Soudainement, j'ai entendu Jeff mentionner Polymarket de plus en plus au cours des derniers jours. À chaque fois, je me retournais, il parlait de Polymarket. Donc, c'est une plateforme de paris, Jeff. Une plateforme de paris. Donc, on peut parier, bien sûr, sur le sport à l'aide de la crypto, mais on peut parier sur à peu près n'importe quoi. C'est modéré, là, mais tu peux proposer des sujets... c'est supposé être décentralisé, donc les gens peuvent proposer des sujets sur lesquels parier. Puis, cette plateforme-là s'est immiscée dans la campagne électorale américaine. D'ailleurs, Donald Trump l'a mentionné lors d'un discours cette semaine. That's gambling polls. They call it polypoll or something. I've never heard of it. Polymarket. And we're, I guess, at 64 to 38, 36, something like that. So that's not bad. I don't know what the hell it means, but it means Mais c'est ça, c'est... A new phenomenon. Comme l'a dit Donald Trump, c'est que
on peut miser sur qui sera le prochain président américain là-dessus. Puis, les pourcentages de chances que Donald Trump gagne ont explosé au cours des dernières semaines sur Polymarket. C'est rendu, j'ai regardé jeudi matin, là, c'était 61-62% de chances de gagner. Puis là, c'est énorme. Des gens comme Elon Musk disent, ça, c'est la preuve que les sondages mentent. Donc, les sondages en ce moment sont très serrés. Légère avancée de Kamala Harris. Dans la marge d'erreur. Probablement dans la marge d'erreur. Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est compliqué les élections aux États-Unis. Donc, le pourcentage d'Américains qui votent pour tel ou tel candidat, ça détermine pas nécessairement qui devient président. Là, mais, le collège électoral. Oui, c'est exactement. Ouais. Donc, en ce moment, les sondages là, s'entendent pour dire que Kamala Harris a une légère avance, là, peut-être 2-3%. Mais selon Polymarket, là, c'est 30 points de pourcentage d'avance sur Donald Trump. C'est une réalité parallèle, oui. C'est ça. Puis, je me suis intéressé à ça parce que il y a une évidence de manipulation sur Polymarket. Il y a le Wall Street Journal qui a regardé ce qui se passe sur Polymarket, puis il y aurait une série de comptes, 3 ou 4 comptes qui semblent être liés, qui ont dépensé des dizaines de millions de dollars à parier que Donald Trump va être président. Et ça affecte le pourcentage de chance. Parce que le plus de gens qui misent de l'argent sur le fait que Donald Trump va gagner, ça fait monter son pourcentage de gagner. Donc, c'est pas des sondages, on s'entend. C'est pas non plus des... Tout sauf fiable, finalement. C'est pas comme des bookies sportifs qui décident c'est quoi les chances. Là. C'est vraiment selon ce que les gens mettent comme argent. Exactement. Okay. Les pourcentages, c'est pas comme quand on mise sur des courses de chevaux, par exemple. Il y a des experts qui déterminent les chances de gagner. C'est les utilisateurs qui déterminent les chances de gagner. Donc, on s'entend. C'est pas des sondages qui sont pondérés. C'est le pourcentage d'utilisateurs de Polymarket qui mise sur cette question précise. Il y a 63% là, de chances de gagner. On s'entend, la population qui utilise Polymarket, ça ne représente pas l'électorat américain. D'une part, il faut utiliser de la crypto pour miser là-dessus. Est-ce que la plupart des Américains ont accès à de la crypto ou l'utilisent? Puis un autre plus gros problème, c'est que Polymarket est banni aux États-Unis. Hey, un gros problème. Mais on entendait, Donald Trump le mentionner tantôt dans l'extrait que tu as fait jouer, jusqu'à quel point Polymarket, puis le discours autour de Polymarket prend de la place dans si on veut, l'élection comme telle, dans le commentariat. Mais on le voit, tu sais, comme Elon Musk a dit, Polymarket, c'est plus fiable que des sondages parce qu'il y a de l'argent derrière. Donc l'idée, c'est que les gens, vu qu'ils mettent leur argent, ils ont quelque chose à perdre. Donc, ils ont plus de chances de représenter la réalité. Puis d'ailleurs, il y avait une entrevue dans New Yorker avec Shane Copeland, qui est le fondateur de Polymarket, il y a 26 ans. Il a fondé ça quand il avait comme 22 ans. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que Polymarket, c'est pas une plateforme de paris, c'est un outil pour découvrir la vérité. Puis, son concept, c'est que, justement, parce que les gens misent de l'argent, ils ont de l'argent à perdre, puis ça les pousse à trouver l'information la plus véridique possible. Parce que si tu mets, genre, des milliers de dollars que tu es prêt à perdre, ben tu vas aller à la recherche de l'information la plus fiable. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation sur Internet. Donc, si tu mets ton propre argent, tu as un incitatif à aller chercher la vérité puis à essayer de trouver l'information la plus fiable. Donc, selon lui, il dit, oui, OK, il y a des millions de dollars qui ont été mis du côté de Donald Trump par des comptes qui ont misé là, des dizaines de millions de dollars. Mais si les gens pensent vraiment que Kamala Harris va gagner, ils ont juste à aller mettre des millions de dollars de l'autre bord, c'est de l'argent gratuit. Ben oui, c'est si simple. Mais c'est aussi, tu sais, maintenant que ça se rend aux oreilles de Trump, maintenant que Elon tweet sur Polymarket comme plus qu'une fois par jour, j'imagine, là, on dirait que tout le long du cycle électoral, il y avait ce discours-là de OK, ben les chances que Kamala gagne, les chances que Trump gagne à Vegas, c'est ça. Les parieurs disent ceci. Donc, on part de cette logique-là de gens qui comptent réellement les chances et on le transpose après ça à ce site-là qui fonctionne de manière assez bizarre. Puis on dit, mais vous voyez? Ouais. Puis imaginez dans un contexte là, où Kamala Harris, elle gagne. Toutes ces personnes-là, ils vont se servir de ça pour dire, ben voilà. Sans doute. Sans doute, c'est de la faute. on place le terrain. Puis, d'ailleurs, New Yorker a parlé à des observateurs, là, des experts en politique américaine qui s'inquiètent de ça, de dire, ben, supposons que Kamala Harris gagne par 2%, très mince avance. Puis là, le monde dit, mais non, mais sur Polymarket, elle perdait par 30%. Ça marche pas. Il y a quelque chose, l'élection a été truquée, des choses comme ça. Ça facilite ce discours-là que l'élection est truquée.
Mais si Trump en parle, tu sais, si Mais lui-même c'est ça. en parle, c'est comme... Je veux dire, on va voir des captures d'écran de Polymarket. Ah ouais. Ça, c'est absolument certain au lendemain de l'élection, si jamais Kamala Harris gagne l'élection. Mais juste pour revenir à cette idée-là que Polymarket, c'est un outil pour découvrir la réalité, c'est assez facile à démentir parce que tu peux miser sur absolument n'importe quoi sur Polymarket. Genre, tu peux miser sur est-ce que Lana Del Rey va tomber enceinte en 2024, elle qui est nouvellement mariée à un gars qui organise des guides pour aller voir des crocodiles en Louisiane. Mais ça, c'était... En tout cas, c'était l'histoire... Ça, c'est vieux, ça fait 3 semaines. Ouais, non, c'est ça. C'est de l'ancienne Les histoire. gens se basent sur quoi pour Mais c'est ça, parier Lana là-dessus? Del Rey s'est mariée. Bon, elle est fraîchement mariée. Sur quoi les gens se basent justement pour déterminer si elle va tomber enceinte? Si vraiment tu partais à la recherche de la vérité, il faudrait que tu ailles lui demander si elle essaye de tomber enceinte, il faudrait que tu observes son comportement. Je veux dire, c'est complètement fou. Là. Tu peux pas le savoir si Lana Del Rey va tomber enceinte cette année, à moins d'avoir de l'information là, privilégiée. Mais c'est justement là où je voulais en venir avec ça, c'est que les paris comme ça renforce un faux sentiment de confiance. Tu sais que les gens, quand ils misent sur les Lions de Détroit vont gagner le Super Bowl, tu peux pas le savoir, tu peux pas voir l'avenir, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, quels joueurs vont se blesser, les pénalités qu'il va avoir, un coup de vent qui fait manquer un botté de placement. Mais quand on mise sur quelque chose, on se donne un faux sentiment de confiance en se disant je veux que ça arrive, puis ça va arriver. Puis en misant de l'argent sur un pari comme ça, on affirme qu'on a confiance que quelque chose va arriver alors qu'on n'a aucune chance, on n'a aucune raison de savoir que ça va arriver. C'est un pari. Si on pouvait déterminer avec grande précision que quelque chose allait arriver, Las Vegas n'existerait pas. Les sites de paris sportifs n'existeraient pas. Si on pouvait avoir un taux de confiance de 100% avec les paris, puis que tous les paris étaient fondés sur la rationalité extrême puis la recherche de la vérité, ces sites-là n'existeraient pas. Donc, tout le monde serait du même bord. Donc, ce discours-là que ça représente la réalité mieux que des sondages, c'est n'importe quoi. Les sondages, c'est pas parfait non plus. On le sait bien, en 2016, les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante alors qu'elle a perdu. En 2020, ils ont surestimé la part du vote de Donald Trump. Puis finalement, Joe Biden a 2022 gagné. aussi. En 2022 aussi, c'est ça? Mi-mandat. Ils vont peut-être se tromper cette fois-ci aussi. Peut-être qu'ils se trompent. Là. C'est pas pour dire que les sondages, c'est l'affaire la plus fiable du monde. Quoi qu'en dise Nate Silver. Mais, mais c'est ça, ce site de paris-là, puis d'autres comme ça, je trouve que ça donne un faux sentiment de confiance. Puis il y a de quoi de... peut-être pas nécessairement inquiétant, mais il y a de quoi à surveiller de ce côté-là. Il y a un des paris que je vois, moi, depuis tantôt, je regarde la liste de paris. Plus, hein, non, j'écoutais, mais j'étais comme, je veux voir, c'est quoi, tu sais, est-ce que Trump va dire skibidi avant l'élection? 2% de chance. Est-ce que Trump va faire un podcast avec Hawk to a Girl? 2% de chance. Est-ce que Playboi Carti va sortir un nouvel album en 2024? 70% de chance. Ça, quand même... En fait, je vais pas donner de conseils de paris. C'est pas pour ça qu'on fait ce pas pour ça, mais ça me donne l'indication qu'il y a de tout et de... Il y a vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce que voilà. JD et Usha Vance vont se divorcer avant l'élection? 1% de chance. En tout cas, on peut continuer longtemps. Bref. Voilà le topo sur Polymarket. Voilà le topo sur Polymarket. Un petit suivi sur la semaine dernière. Parlons de Meta et de ses fausses publicités. On va parler de Normand Brathwaite, qui est le porte-étendard ou le symbole de ces fausses publicités ici, notamment au Québec. Comme je disais tantôt, c'est comme si Meta nous avait écoutés parce qu'on disait, bon, ils font rien. L'influence des décrypteurs. L'influence incroyable des décrypteurs. Meta qui a annoncé donc un nouveau procédé pour détecter les fausses publicités basé sur la reconnaissance faciale. Stéphanie Dupuis, notre collègue à Radio-Canada Techno, a écrit un excellent article à ce sujet-là. Nicolas et Jeff, il y a un problème avec cette solution. Oui, donc on veut se servir de la reconnaissance faciale pour effectivement détecter si des images de personnalités connues sont utilisées dans des publicités frauduleuses. Mais ce qui est assez particulier avec cette mesure-là, c'est que il faut que la personnalité connue en question ait un profil Facebook ou Instagram et Meta va les enrôler automatiquement dans ce programme-là. Et pour détecter le visage, on va se servir de la photo de profil de cette personne-là. Est-ce que Normand Brathwaite a un compte Facebook? Non. Non. Pauvre Normand. Je veux pas rentrer dans les analogies un peu trop extrêmes, mais il y a quelque chose d'un peu
Matthew Bully là-dedans, de dire écoute, Normand, t'as pas de compte Facebook, mais si tu veux pas te faire voler ton identité, il va falloir que tu te crées un compte. C'est un peu absurde comme demande. D'ailleurs, Elon Musk aussi, qui est dans beaucoup de fausses publicités, lui non plus, il n'a pas de compte Facebook parce que il est propriétaire d'une autre plateforme. Donc, c'est un peu absurde d'exiger ça. Mais aussi, là, à un moment donné, ça fait 3 ans que ces publicités-là, elles roulent. Ça fait 3 ans que nous, on couvre ça. Ça fait depuis avant ça que ces publicités-là existent. mais puis tu sais, quand on travaillait sur ces dossiers-là, on a eu des experts qui nous ont dit ils devraient pouvoir mettre des systèmes de reconnaissance en place. Je veux dire, on mentionnait Elon Musk. Je pense que c'est une des personnes les plus connues sur la planète. On pourrait s'imaginer que s'il y a un fléau de publicité frauduleuse, ça se pourrait que Meta, qui fait plus de 137 milliards de dollars de revenus par année, ça se pourrait qu'il puisse mettre à point un système pour détecter le visage d'Elon Musk. On pourrait le croire. Je veux dire, déjà, quand tu publies une photo sur Facebook, il est capable de détecter les visages puis de suggérer des tags dans les photos. Donc, il y a déjà de la reconnaissance faciale dans Facebook. Puis, on en parlait hier, on trouvait ça drôle. Facebook a assez de ressources et d'argent pour inventer des lunettes Ray-Ban qui prennent des photos puis qui se connectent à Internet puis qui peuvent faire des commandes par intelligence artificielle, mais pas assez de ressources pour mettre dans la détection de publicité frauduleuse dont ils profitent. Puis, comme on disait à l'épisode de la semaine dernière, ces publicités-là ne sont pas sans conséquences. Ça finance du crime organisé puis de l'esclavage. Donc, c'est absolument... je veux dire, je comprends, là, c'est une bonne chose qui annonce quelque chose. C'est un pas dans la bonne direction. Mais de dire, on travaille là-dessus. En plus, c'est un projet pilote. Là. Ouais, c'est pas à la grande... On va pas le faire automatiquement. C'est un projet pilote. Puis c'est comme... Vous êtes au courant là, que ces publicités-là existent depuis au moins 3 ans, puis c'est partout dans le monde. Il y a plein de médias qui ont fait des articles sur ces publicités-là. Et malgré le fait que Meta fasse des lunettes Ray-Ban, malgré le fait qu'ils vendent des casques de réalité virtuelle, malgré le fait qu'ils ont plein de petits projets qui excitent Mark Zuckerberg, 97% de leurs revenus viennent encore de la publicité. Ouais. Donc, c'est leur vache à lait. C'est leur vache à lait. Voilà. Normand, si tu nous écoutes, sois patient. OK. Un jour, les outils adéquats seront mis en place. C'est ce vœu que j'envoie dans le cosmos. On verra si en quelque part on nous entend et ça se matérialise. En terminant, il faut qu'on parle de M. Trump qui est allé chez McDonald's avec l'autorisation, semble-t-il, de l'entreprise pour qu'il se rende à cet endroit-là, mais tout le reste n'était que mise en scène. Hein? Well, I'm looking for a job, and I've always wanted to work at McDonald's. I never did. I'm running against somebody that said she did, but it turned out to be a totally phony story. So, President Trump! Well, that's a good-looking group. Hello, everybody. Crazy. I'm having a lot of fun here, everybody. Un McDo de la Pennsylvanie. Le McDo de la Pennsylvanie. Il a enfilé son tablier, puis s'est mis à faire des frites. Entre guillemets. Nicolas, toi, t'en sais quelque chose. T'as une petite familiarité, une petite expérience avec McDo, c'est ça? Oui. On est privilégié d'avoir de l'information de l'intérieur. Ici, on a une source un fiable. Expert. On n'a pas besoin de contacter un expert pour ça. On l'a. On en a un assis à côté d'ici. Je suis en place. J'ai été chef d'équipe en plus? au McDo. Ben oui. Ça, tu m'avais pas dit ça. J'ai travaillé là pendant 4 ans. Ouais. Puis moi, c'est ça, en écoutant la vidéo, ce qui m'a titillé. D'abord, très grand coup de communication de la part de Trump. On dirait qu'on en parle partout. Le TikTok qui a mis en ligne, comme je pense que plus de 40 millions de visionnements. Mais ça, moi, je regardais ce qui se passait. Je me suis dit, il n'a pas l'air de suivre la procédure pour les frites. Parce que la frite était bien remplie. Là. Il est là, puis il était en train de la remplir avec la pelle, comme il se doit, généreusement. Et moi, je me souviens, quand je travaillais là, on me disait de ne pas la remplir si généreusement que ça. Hein? Donc, il fallait qu'on pince un peu la boîte de frites pour pas qu'elle soit trop remplie, parce que il fallait quand même qu'on respecte les normes, tu sais. Ben oui. Et donc, moi, je me suis dit, je vais venir au balado, je vais parler de ça, de comment les frites du McDo ne sont pas tout à fait remplies. Mais en essayant de vérifier mon information, je me suis rendu compte que McDo a démenti que ses employés faisaient ça en 2017. Semblerait que c'est devenu viral. Il y a beaucoup d'employés du McDo qui parlaient de ça sur Internet. Et Business Insider a fait un article là-dessus. Et McDo a dit, c'est tout à fait faux, ces rumeurs, qu'il y a des trucs qui sont utilisés par les employés pour pas remplir la boîte de frites. Il y a peut-être des franchisés qui l'exigent. Ça se pourrait parce que je veux dire, j'ai fait une recherche, puis sur Reddit, il y a des subreddits d'employés du McDo. Il y en a 2, il y a McLounge, puis il y a McDonald's Employees.
Puis sur Reddit, le monde dit ouvertement que leur restaurant leur demande de faire ça. Donc, qui dit vrai? Puis un peu partout, hein? C'est pas comme si c'était un franchisé rogue à Montréal qui demandait ça. Là. Tu l'as vu sur Reddit. C'est plein de commentaires de partout au monde. Donc, McDo dément, mais il reste quand même qu'il y a quelque chose de vrai là. On dirait que c'est une procédure assez répandue, mais peut-être que le bureau chef n'approuve pas. Mais bon, pour cette raison-là, on a eu un peu le débat hier là-dessus. Je conseillerais aux gens de commander une petite frite quand ils vont au McDo, parce que c'est un sac en papier et non une boîte de carton, et on peut pas pincer le sac en papier de la même manière. Donc, très souvent, la petite frite est très bien remplie comparée aux autres formats. C'est un roulement de dés. C'est un roulement de dés. Nicolas a fait un calcul hier pour le nombre de scènes par calorie des frites, je pense. Selon les règles officielles. Donc, on regardait les grammes et le coût des frites. Et la petite frite vaut plus la peine que la moyenne selon les normes du McDonald's, mais la large reste la meilleure valeur si on suit les normes. Mais après en pratique, dépendant de comment c'est rempli. Mais c'est assez fascinant aussi que Trump était surpris que les frites ne touchent pas la main humaine en étant mise dans l'emballage. Puis on sait que Trump, c'est quelqu'un qui, notoirement... il est germophobe. Il est germophobe, mais encore là, la procédure du McDo, pas pour les frites, mais pour les burgers, c'est que les employés les font sans gants. Là. C'est vraiment des mains humaines, comme dirait Trump, qui touchent le pain. Parce qu'en fait, la procédure qui est privilégiée, c'est de le faire avec les mains et non avec des gants, pour inciter les gens à se laver plus souvent les mains. Il y a plus de contamination croisée avec les gants. Ça, est-ce que McDo l'a démenti? Ou... Non, ça c'est un fait. Là. Ça, vraiment, 100%, c'est la procédure. Je peux vous le confirmer. Là. Je pensais pas qu'on parlait fascinant monde du McDo. Facilement. Oui, pour toi, c'est très fascinant, ça, on l'a bien compris. Toutes ces années plus tard, je me tanne pas. Je rappelle que Nicolas participait à une vaste enquête pour savoir ce qui est arrivé avec la pizza de chez McDo. Oui, puis on petite mention spéciale à nos collègues de RAD qui, la semaine dernière, à leur balado hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? On parlait aussi de la pizza du McDo. Ah oui? Donc, j'ai dit à Olivier Arbour, je lui ai conseillé le podcast Whatever Happened to Pizza at McDonald's, qui est un balado d'enquête. Mettant en vedette Nicolas Desrosiers. J'ai participé à un épisode, effectivement. Puis tu parlais de moi. Et je parlais de toi. Tout est dans tout. Allez écouter ça, super bon. Wow. Merci pour cette incursion. Hein? C'était vraiment ça, une incursion dans l'univers de McDo, grâce à Nicolas. Tu nous as montré une photo de toi quand tu étais employé chez McDo. On va la mettre. On n'a pas le choix de la mettre parce qu'on en parle. Fait qu'on va mettre la photo ici. Aïe. Wow! Peux-tu commenter ce look? Cette chevelure? Pour ceux qui nous écoutent sur audio, OK? Il voulait vraiment pas, mais là, Nicolas a les cheveux longs, une chevelure assez abondante, un visage encore un petit peu jeune. Ouais. T'avais quel âge? C'était quoi le contexte? C'est il y a seulement 10 ans. Fait que j'avais quand même comme... Mais je vais pas révéler mon âge. Hein? On demande pas ça aux gens. OK. Mais le contexte de la photo, il y a des boîtes derrière moi. C'est que il y avait beaucoup de boîtes achetées ce jour-là. Donc, un de mes collègues m'a pris en photo. C'est juste ça. C'est pas très excitant. Mais j'ai adoré ce travail. Comme Trump aussi a dit, il a toujours rêvé de travailler chez McDo. C'est ça qu'il a dit dans la vidéo. Il en dit des choses, hein? Il dit aussi que Kamala n'a jamais travaillé chez McDo. Est-ce qu'il y a eu des vérifications de fait là-dessus? C'est ça. Il n'y a pas de preuve qu'elle a travaillé chez McDo. Il n'y a pas de preuve qu'elle n'a pas travaillé chez McDo. Et sur Polymarket, on peut parier sur si il y a des preuves qui vont sortir. Tout est dans tout. Donc, ça reste à voir. Je vois pas pourquoi elle mentirait là-dessus. Mais on n'a pas de photo de Kamala, mais on a une photo de moi. Donc, je pourrais peut-être être premier ministre bientôt. Avis au parti qui cherche un leader. Il y en a par les temps qui courent. Et puis sachez qu'il y a un Américain sur 8 apparemment qui a travaillé chez McDo. Hein? C'est quand même... Wow. C'est formateur. C'est très formateur. C'est formateur. J'espère que vous avez trouvé cet épisode formateur, ou en tout cas, à tout le moins, éclairant sur tous les sujets qu'on a abordés. On vous sollicite aussi, impressions, commentaires, opinions. Allez-y gaiement. On aime toujours ça. Jeff, Nicolas, merci beaucoup. Plaisir. À la prochaine. Vous m'avez fait rire. Vous m'avez fait réfléchir. Et puis, je peux affronter la journée avec un large sourire. Ici Alexis Delancière, au nom de tout le monde, en régie et derrière nous avec Olivier, toujours aux commandes. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Continuez à nous écrire. Allez, salut.